Le 22 février 1985, on dépêcha des agents du service de police de Palo Alto, en Californie, à la résidence de James et Abby Niebauer. James Niebauer, 56 ans, déclara que sa femme, une poétesse reconnue dans la région, avait accidentellement reçu un projectile. Quand les policiers entrèrent dans la maison, ils trouvèrent sur le sol le corps de cette mère de 3 enfants, âgée de 47 ans. Elle avait été mortellement touchée à la poitrine d'un coup de feu provenant d'un fusil de chasse. Les policiers recueillirent l'arme, une antiquité partiellement démontée, sur le sol, non loin du corps d'Abby. Sur la table à côté se trouvaient de la cire, des chiffons et d'autres produits de nettoyage. Les experts en scène de crime photographièrent les lieux. James Niebauer, physiothérapeute dans une école publique de la région, donna sa version des événements. Sa femme était partie faire des courses plus tôt dans l'après-midi. Il venait juste de revenir d'un voyage de ski avec son fils cadet. Il achevait de remettre en état un vieux fusil qu'il projetait d'offrir en cadeau à l'un de ses enfants. Quand Abby rentra quelques heures plus tard, il avait hâte de lui montrer le résultat de son travail. Pendant qu'elle admirait la façon dont le canon avait été fait, le coup partit. James ne pouvait pas s'expliquer pour quelle raison l'arme était chargée, ni pourquoi elle avait fait feu. Il venait de perdre la femme qu'il avait épousée 27 ans plus tôt. Lors de l'autopsie, le médecin légiste détermina que la mort de la victime avait été causée par un projectile en plein cœur. La mort avait été instantanée. Le médecin examina également les brûlures causées par la poudre sur son chemisier. En se basant sur leurs dimensions et leur emplacement sur les manches, il en conclut que cela corroborait la version des faits de James, c'est-à-dire qu'Abby était penché vers le canon quand le coup était parti. Dès que la nouvelle de cette mort se répandit dans Palo Alto, les amis de la victime contactèrent la police. Ils étaient tous persuadés que la mort tragique d'Abby n'était pas accidentelle. Une de ses amies intimes déclara à la police que la relation entre James et Abby s'était détériorée au cours des dernières années. Selon elle, les Niebauer ne restaient ensemble que pour le bien de leurs enfants. De fait, Abby projetait même de demander le divorce dès que leur plus jeune fils partirait pour le collège quelques mois plus tard. Entre-temps, elle avait transformé le garage de la maison en appartement pour elle-même afin de réduire toute source de tension. James refusait de la laisser partir. Il piquait souvent des crises de colère et accusait Abby de voir d'autres hommes. Elle en était venue à craindre pour sa sécurité. En dépit de la version des faits de James Niebauer, les amis de la victime croyaient tous qu'Abby ne se serait jamais approché de lui pendant qu'il tenait une arme à feu. Des experts en balistique examinèrent le vieux fusil. Malgré un examen minutieux du mécanisme de détente, ils n'y trouvèrent aucun défaut évident et ne purent expliquer pourquoi le coup était parti spontanément. Faute de preuves, les policiers n'eurent d'autre choix que de conclure que la mort d'Abby était accidentelle. On remit à James Niebauer l'arme et les vêtements de sa femme. À Olympia, dans l'État de Washington, soit à plus de 1000 km de là, Lee Sansom, le frère de la victime, suivait l'enquête. Il connaissait la relation orageuse de sa sœur avec son mari et refusait lui aussi de croire que sa mort était accidentelle. Une amie de ma sœur m'a envoyé une coupure de journal. J'ai été très surpris quand j'ai lu que les policiers croyaient à la thèse de l'accident. C'était la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Le frère d'Abby se rendit au bureau du procureur du district de Palo Alto dans l'espoir de convaincre les enquêteurs de reprendre l'affaire. Il ne disposait d'aucune preuve matérielle, mais il croyait connaître le mobile de son beau-frère. Quelques semaines avant la mort d'Abby, il avait réglé la succession de leurs parents décédés depuis peu. Abby devait hériter de la somme de 180 000 $. Elle avait confié à son frère qu'elle songeait déposer cette somme dans un compte auquel James n'aurait pas accès. Toutefois, si Abby devait mourir avant que son divorce ne soit prononcé, la somme reviendrait automatiquement à James Niebauer. C'était d'ailleurs exactement le scénario qui était en train de se produire. Malheureusement, Sansom ne parvint pas à convaincre les autorités du bien fondé de ses présomptions. Il comprit très vite que pour rendre justice à sa sœur, il devrait lui-même trouver des preuves matérielles. Pendant qu'il cherchait le moyen de faire inculper son beau-frère, il reçut une lettre des autorités de Palo Alto. J'ai reçu une lettre me disant à peu de choses près que le procureur savait ce qu'il faisait et qu'il n'y avait aucune raison de poursuivre l'enquête. Sansom était incapable d'accepter cette décision. Il abandonna son poste de programmeur analyste pour consacrer tout son temps et son argent
à rendre justice à sa sœur. Financièrement, j'ai perdu toutes les économies que j'avais mises de côté pour ma retraite, ainsi que l'héritage de mes parents. Il s'est écoulé de longues périodes de temps où je ne pouvais qu'attendre que les choses bougent. C'était vraiment pénible. 8 années s'écoulèrent sans progrès. C'est alors que Sansom apprit l'existence d'une association de familles de victimes d'homicide. Les membres du groupe acceptèrent de l'aider à faire rouvrir l'enquête. Ils contactèrent le service de police de Palo Alto si souvent que les autorités consentirent finalement à réexaminer les circonstances entourant la mort d'Abby. Lorsque le détective Michael Yore fouilla dans les dossiers, il fut surpris par ce qu'il y trouva. Ma première impression, c'était qu'on avait effectivement commis un homicide. Ce n'était pas un accident. Avec l'aide de Lee Sansom, le détective Yore, un expert en armes à feu, retrouva le vieux fusil et l'examina personnellement. À la fin, il y avait plus de questions que de réponses. Il fallait 7 kilos de pression pour armer ce genre de carabine. Comment pouvait-on avoir dévissé le fût et la crosse et les retirer sans se rendre compte qu'il y avait un projectile dans la carabine et qu'elle était armée? Cette question obligea les détectives à rouvrir le dossier. Ils commencèrent par interroger le plus jeune fils des Niebauer qui vivait alors dans la maison. Ce dernier déclara que son père et lui étaient rentrés un jour plus tôt que prévu d'un voyage de ski. En entrant dans la maison, son père s'était arrêté subitement pour écouter si Abby n'était pas avec un autre homme. Abby était absente. Son père semblait agité et il lui avait suggéré de sortir et de s'amuser pendant la soirée. Le jeune homme avait trouvé cela bizarre de sa part car il lui interdisait toujours de sortir, même pendant les week-ends. Il sortit pour ne plus jamais revoir sa mère en vie. Le détective Yore était d'avis que James Niebauer avait fait sortir son fils parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de témoins. Tant que les enquêteurs ne pourraient prouver qu'on avait assassiné Abby, la version officielle de sa mort demeurerait un accident. Convaincu qu'un détail leur avait peut-être échappé, le détective Michael Yore examina le dossier du coroner. Le médecin légiste avait déclaré que les brûlures causées par la poudre explosive sur le chemisier d'Abby indiquaient qu'elle était penchée vers le canon quand le coup était parti. En examinant les photos, le détective Yore en arriva à une autre conclusion. Les traces de brûlure étaient situées sur la partie extérieure de son avant-bras. Quelqu'un qui tend le bras vers la carabine ne peut ainsi recevoir une décharge en plein cœur. Il y avait là matière à interrogation. Comment cela avait-il pu se produire? Pour le découvrir, le détective Yore mit au point sa propre expérience en utilisant le vieux fusil. Grâce à des mannequins offerts gracieusement par un grand magasin et quelques-unes de ses propres chemises blanches, il tenta de recréer les brûlures des vêtements d'Abby en se basant d'abord sur la version des événements de son mari. Ce scénario ne produisait pas du tout le même genre de brûlure. Yore poursuivit son analyse en modifiant la position des bras du mannequin et la distance de tir. Après plusieurs essais, il put enfin obtenir les mêmes traces de brûlure que celles observées sur les vêtements d'Abby. À une distance de 27 cm et demi, la détonation donnait des résultats identiques. La position défensive des bras indiquait qu'Abby Niebauer savait pertinemment quel sort lui était réservé. Le scénario avait maintenant complètement changé. Elle ne regardait plus de son plein gré l'arme qui brillait de propreté, le canon directement sur son cœur. Le canon était effectivement sur son cœur, mais elle semblait terrifiée comme les personnages des films d'Hitchcock. Une firme d'analyse judiciaire privée corrobora les résultats du détective Yore. Maintenant, le procureur du district de Palo Alto croyait lui aussi que James Niebauer avait assassiné son épouse. James Niebauer, qui a maintenant 70 ans passés, fut arrêté à l'aéroport de Tacoma à Seattle alors qu'il rentrait d'un voyage en Allemagne. On l'envoya en Californie où il subit son procès pour le meurtre de sa femme.
Les policiers croient que James Niebauer savait qu'un divorce était inévitable. La seule façon pour lui de profiter du nouvel héritage de sa femme était de la tuer au plus vite. Après avoir encouragé son fils à sortir, il a chargé le vieux fusil et attendu l'arrivée de sa femme. Dès qu'elle est entrée dans la cuisine, il a fait feu sur elle, la tuant instantanément. Il a ensuite maquillé la scène pour faire croire qu'il nettoyait son arme à feu. En 1999, James Niebauer a été jugé coupable de meurtre au premier degré. On l'a condamné à 27 ans d'emprisonnement. Pour le frère de la victime, Lee Sansom, c'était la fin d'un long combat pour que justice soit faite. Mais pas la fin du mystère. Je me demande encore pourquoi il a tué ma sœur après avoir été marié si longtemps avec elle. Il ne l'a pas fait dans un accès subit de colère. Il a planifié son geste. J'ignore comment il a pu en arriver là.